petite table ronde. Je vais demander à messieurs Febvre et Rosselet de bien vouloir me rejoindre. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous avez plein de questions qui vous trottent dans la tête. Je vais me permettre une question à chacun, puis après, je vais laisser la possibilité à la salle de réagir. Je vais commencer dans l'ordre avec vous, Ulysse Rosselet. Est-ce qu'aujourd'hui, assez rapidement, c'est possible de ne pas changer sa relation client, finalement de dire non, je vais rester comme avant, ça va très bien, ou est-ce que c'est prendre un trop grand risque? Alors, je pense que c'est un grand risque. Typiquement, c'est d'ailleurs Hilti, c'est la raison pour laquelle ils ont changé leur mode, c'est que, en fait, la concurrence maintenant, elle est vraiment globalisée, donc on peut acheter n'importe quoi, n'importe où, très facilement, très rapidement. On a accès à toutes les informations. Ça, c'est vrai pour les consommateurs lambda, mais c'est aussi vrai pour ce qui est business to business. Et puis du coup, pour finir, le seul moyen de se différencier encore, c'est justement ça, trouver comment apporter plus de valeur à ses clients. Et donc là, je pense que c'est quasiment indispensable, ouais. Sur un horizon de 10-15 ans, il n'y a aucun... Mais vaut peut-être mieux commencer maintenant comme Monsieur Febvre. Lorsqu'on vous écoute, que vous proposez, que vous allez voir des clients potentiels, est-ce que vous avez des grosses résistances, des réticences par rapport à ce que vous présentez? Et si oui, parce que je l'imagine quand même, c'est quand même novateur, sur quoi porte-t-elle? La plus grosse problématique, c'est l'échange des données. C'est-à-dire que d'un côté, pour traiter ces données et pouvoir faire un nouveau service, il faut pouvoir récupérer ces informations. Et la plus grosse réticence, elle ne vient pas des fabricants qui veulent proposer des nouvelles choses, mais la plupart du temps des clients qui ont un peu de peine à donner ces informations. Parce qu'il y a eu beaucoup de mauvais élèves, entre guillemets, comme des Facebook, et les bons élèves et ceux qui apportent vraiment quelque chose sont passés un petit peu à la trappe. Et je crois que c'est là la difficulté. C'est la principale Oui. que vous notez. Une question encore à Monsieur Febvre. Outre le nom de votre standbox, c'est vraiment pas avec le tennisman, là, ça n'a rien à voir. Aucun rapport, hein. On est sûr. Non, quand je vous écoutais, je me disais, mais tiens, Monsieur Febvre, en fait, j'ai le sentiment qu'il a beaucoup investi pour que ses clients puissent payer moins cher. Il y a un truc qui m'échappe. C'est exactement ça, on a beaucoup investi pour moins facturer à nos clients. Donc nos clients payent moins cher, mais c'est ça qui fait qu'on gagne de nouveaux clients. Donc on boucle la boucle en augmentant notre parc de clients, mais en leur offrant un service qu'on facture moins. Mais c'est un petit peu la logique du winner take it all. Alors, si tu peux me le traduire, peut-être. Ça veut dire que le gagnant remporte la mise. Si vous êtes présent et vous êtes l'unique qui proposez ce service, vous allez avoir tous les clients qui vont vouloir venir chez vous pour se chauffer et avoir de l'eau chaude le matin sans devoir rappeler. On n'a pas l'ambition d'avoir tous les clients, mais en tout cas, pour pouvoir se distinguer, il y a plusieurs manières de procéder. On peut soit taper sur des prix bas, et puis être celui qui offre le moins cher du moins cher avec les prestations qui vont au final pas convaincre les clients, puis qui vont faire que le client va se dire, là j'ai payé moins cher, mais le moins cher c'est le plus cher. On peut dire qu'on fait de la haute qualité, puis qu'on est l'entreprise la plus chère avec un service extraordinaire, mais personne ne s'engouffre là-dedans. Ou on peut être un petit peu entre les deux, dire, mais comment je peux optimiser ma manière de faire pour offrir plus, gagner plus de clients, mais leur offrir à eux des prestations qui ne leur coûtent rien et au contraire qui leur font économiser. Ça paraît ambitieux, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Et puis c'est quelque chose on le voit, qui crée la satisfaction de nos clients. Et du coup, on a des retours au niveau de nos ventes par rapport à ça. Très bien, merci. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? On a encore 5 minutes, donc n'hésitez pas. J'ai la lumière dans les yeux, donc je vois pas forcément. Est-ce que vous voulez bien lever la main et dire à qui s'adresse votre question? Oui, s'il vous plaît. J'ai une question, c'est égal à qui répond. Il y a M. Capvert qui a mentionné justement la mise en œuvre de le règlement général sur la protection des données. Je pense, dans quelle mesure est-ce que ça peut être un frein? Ce n'est pas juste une question de transparence. Je pense que les gens ils sont prêts à dire vous pouvez avoir mes données. Mais dans les 8 points, un des points c'est le droit à la portabilité. Donc le client peut exiger que l'entreprise donne un rapport. Je vous donne mes données, mais j'aimerais bien un rapport en retour. Dans quelle mesure, même si pour l'instant ça ne va pas affecter les entreprises suisses, comme l'entreprise de M. Febvre qui travaille en Suisse avec des individus suisses, mais ça va affecter des PME qui travaillent à l'international, est-ce que ça peut être un frein important dans cette voie de digitalisation de nos entreprises? Je
Je pense plutôt que ça va permettre d'ouvrir des portes parce que l'obligation de donner des informations claires sur l'utilisation des données, la transparence, ça va forcément augmenter la confiance. Ou en tout cas, on va pouvoir choisir un peu plus précisément qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on ne veut pas. Avant, on donnait des informations, on ne savait pas à quoi elles servaient, elles étaient juste utilisées, on ne savait pas ni les processus, on ne savait pas, entre guillemets, pour utiliser le terme de la RGPD, qui était le contrôleur, qui était la partie qui traitait ces données vraiment. Là, on sait s'il y a des transits vers l'étranger, qui c'est qui fait quoi, et comment elles sont utilisées, et combien de temps elles doivent rester là-bas, et on a le droit de la suppression. Ça veut dire que ce partage est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus ouvert. Et je pense qu'on va peut-être même aller vers un nouveau modèle où ça va être « je donne mes données d'accord, mais je veux recevoir quelque chose en retour ». Est-ce que j'ai répondu ? Plus ou moins. Plus ou moins dans le sens que je suis tout à fait d'accord, mais est-ce que ça ne va pas engendrer des coûts supplémentaires? Des coûts supplémentaires ? Probablement, parce qu'il y a pas mal d'analyses à faire, de savoir comment on utilise les propres données des personnes en termes privés, mais c'est, je pense, un coût nécessaire pour inspirer la confiance. Et c'est un des sens, à mon avis, objectif de la RGPD, c'est inspirer la confiance en expliquant clairement comment on utilise les données. Ça s'adressait à tout le monde. Monsieur Kapfer, vous avez senti que c'était plutôt à vous. Messieurs Roslet, vous voulez réagir par rapport à ça ? Alors, c'était un des points principaux qu'on a développé Sandbox, c'est de pouvoir mettre à disposition du propriétaire toutes les données relatives à son installation. Pas dans un but de protection des données, pour être franc, mais dans le but de lui permettre de pouvoir un petit peu analyser son installation parce que les propriétaires sont curieux de savoir comment ça se passe. Donc, dès le départ, nous, on a mis à disposition ces données. À partir de là, c'était réglé. Cet aspect-là, en tout cas. Parfait exemple, parce que le client peut dire « mais je vais utiliser ça parce que je veux savoir Exactement. sur l'utilisation ». Donc, c'est vraiment win-win, cette façon de faire. Merci. Très bien. Manifestement, on a répondu à votre question. Est-ce qu'il y en a une autre encore dans la salle avant qu'on passe au café ? Oui, je vous en prie. J'aurais une petite question par rapport à l'utilisation de ces données et la mise à disposition des données, ce qu'on appelle l'open data. Est-ce que, effectivement, j'ai vu que la solution de la Sandbox utilise des données qui sont récupérées de services météo, ou des données, on va dire, ouvertes. Est-ce que de l'autre côté, vous mettez à disposition un certain nombre de données de vos clients à des bases de données style comme Open Data Suisse ? Non, alors on prend les informations du client, on prend les informations des données météorologiques, mais aucune information n'est sortie. Le seul effet qu'on a de ces données, c'est je bloque le chauffage, je modifie la consigne de chauffage, j'enclenche le chauffage. On n'a créé aucun lien, par exemple de style ce voisin a volontairement baissé son eau chaude, donc je peux peut-être en conclure que le voisin d'à côté. On n'a pas créé de lien entre propriétaires pour vraiment assurer voilà, aucune possibilité d'utiliser les données de quelqu'un d'autre. Genre, je vois que mon voisin a coupé son chauffage, il n'est pas à la maison, je suis peut-être mal intentionné ou je ne sais pas quoi. Donc, il n'y a pas de lien, aucun. Est-ce que vous voulez aussi vous exprimer sur cette question ? Je pense que la question était intéressante et effectivement, encore une fois, je rebondis sur la RGPD, mais c'est typiquement une société en Suisse pourrait utiliser ces données sans le dire et de la manière comme c'est décrit ou demandé, les transmettre, alors que justement cette réglementation permet ce genre de choses de définir clairement qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Très bien, merci pour ces questions. On arrive à l'heure du café. Est-ce qu'il y a encore une question, en sachant que les intervenants vont rester à disposition si vous voulez les approcher encore durant le moment informel qui va suivre. Est-ce que, encore une question, on conclut là ? 1, 2, 3, acheté, vendu. Et on vous remercie beaucoup d'avoir participé. 13h10, bon après-midi à vous et merci aux intervenants qu'on peut applaudir encore une fois, je crois. Merci.